Coup de canon, le podcast 100% Gunners proposé par Arsenal French Club. Commencer le mois de novembre comme nous avions terminé le mois d'octobre, tel était l'enjeu et l'objectif des Gunners qui se déplaçaient aujourd'hui à Burnley. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ici Coup de canon, le podcast 100% Gunners. Victoire d'Arsenal, 2-0 face à Burnley. Démonstration collective encore une fois, nouveau clean sheet. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Cinquième victoire consécutive en Première Ligue, neuvième victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Tout va pour le meilleur des mondes du côté d'Arsenal. On va débriefer de la rencontre du jour avec mes deux compères. J'ai nommé Jonathan et Mathéo. Salut messieurs, comment allez-vous? Salut Raoul, ça va très bien, merci. Salut Mathéo. Salut les gars, salut à tous. Bonne victoire, donc ça va très bien. Je crois que j'ai tout dit. J'ai lâché toutes les stats d'un coup. Bon, on va quand même un peu parler de ce match parce qu'il y a quelque chose à dire. On va commencer par la compo, messieurs, la compo traditionnelle, mais on va la donner. C'était celle qui était attendue avec David Raya dans les buts. Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori derrière, le milieu à 3 avec Zubimendi, Rice et Eze, et la ligne d'attaque avec Saka, capitaine, Gyökeres et Leandro Trossard, ou je vais l'appeler aujourd'hui Leandro Trostar, tellement il m'a... Pouah. Alors, quand je l'appelle Trocard, ok, mais aujourd'hui, alors il n'a pas été Alors, exceptionnel, aujourd'hui, pas trop car. mais il a été bon. Alors du coup, j'ai envie de l'appeler Trostar. La compo, messieurs, je pense que elle va pas mériter qu'on y passe un quart d'heure, puisque très clairement, aucune surprise. On a enregistré le retour de Saliba. Et puis pour le reste, c'était clairement ce que l'on attendait. Oui, oui, carrément, je pense que la seule petite interrogation qu'on avait, c'était Saliba ou pas, qui s'était pas encore entraîné, je crois, quand Arteta a fait sa conférence de presse vendredi, mais il était là, tant mieux. Ouais, même si défensivement, on n'aura pas été énormément inquiété. Du coup, la première période, messieurs, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on commence bien. On peut dire que Scott Parker, à Burnley, pardon, les Clawets qui sortaient de deux victoires consécutives et qui évoluaient dans un 4-4-2, bah, Scott Parker, il s'est dit, je vais mettre le bus face à Arsenal. Alors, c'est même pas un double deck qu'il a mis, c'est le Magicobus avec un 5-4-1. Alors désolé, il y aura quelques références comme ça. Magicobus, si vous savez pas la référence, tant pis pour vous. Vous êtes des ignares. Vous ne méritez pas de... Attends, je vais quand même interroger. Mathéo, Magicobus, tu as la référence? J'ai pas la ref. Tu Oh, peux Jonathan, m'éclairer? Magicobus, tu as la référence? Et c'est dessin animé, ça, non? Aïe, 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 aïe. Messieurs, le Magicobus, Harry Potter. Ah, nous ne sommes pas Oui, fans pardon. de ce Oh là côté-là. là 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 Pardon. là 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 Si, je là. suis fan de Harry Potter, mais Oh là 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 non, là 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 là. j'ai pas J'ai mes deux persisté. premiers flops de la soirée, Sorry. les gars. Le Sorry, fameux sorry. double decker avec 15 étages. En plus, il est aux couleurs un peu violettes comme ça. Euh, Oh, je suis tellement déçu, messieurs. Oh C'est là vrai, c'est là. vrai. Sorry. On va refaire le podcast. Je vais changer. Je vais faire un changement direct. Première minute. Je fais. Alors, ma fille me le ramène, messieurs, le Magicobus. Oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr, bien évidemment. Merci, Mais Pauline. il y a aussi un dessin animé qui s'appelait le Bus Magique, hein. Ah ben Donc c'est bus voilà, magique, c'est pas Magicobus, Jonathan. Bien c'est pas loin rattrapé. quand même. Ouais, C'est pas ouais, loin, ouais. c'est pas loin, c'est pas loin. C'est Du ta coup, génération, ça, en plus, Raoul, Bus Magique. chut, on parle pas de génération. Tout ça pour dire que, bon bref, j'ai fait un flop avec ma référence. Tout ça pour dire que Burnley n'affichait aucune prétention offensive et que ils espéraient tenir le plus longtemps possible et espéraient probablement un contre assassin en fin de match. Mais
Visiblement, ça n'aura pas fonctionné puisque dès l'entame de match, je crois que c'est la première, deuxième minute, il y a déjà une première combinaison entre Trossard, qui trouve Calafiori, qui aurait mérité, je trouve, de frapper juste après son contrôle en première intention. Il essaie de faire un crochet, il frappe, la balle est contrée, ça donne un corner. Mais en tout cas, on voyait directement les velléités d'Arsenal s'afficher, j'allais dire. Et puis ensuite, il y a, euh, aux alentours du quart d'heure de jeu, 14e, je crois, notre premier corner, notre premier penalty, hein, on va appeler ça comme ça maintenant, puisque corner pour Arsenal, tiré par, bien évidemment, Declan Rice. Je vous l'annonce en mille. Gabriel fait sa fameuse course où il part du point de penalty, il fait sa petite virgule pour aller au deuxième poteau, la balle arrive. Devinez où? Au deuxième poteau, Gabriel la remet sur Guillaume Quérez qui pousse la balle au fond des filets et ça fait 1-0 et ça conclut, alors, je vais pas dire un gros quart d'heure des Gunners, mais en tout cas, ça une domination très claire de nos Gunners. Ce premier quart d'heure, messieurs, vous en avez pensé quoi? Bah, déjà pour commencer, comme tu as dit, moi j'ai bien aimé l'activité sur le côté gauche avec Trossard et Calafiori. Beaucoup de ballons sont passés par là-bas. Il y a eu un premier ballon, il me semble, de Trossard où il s'est fait rentrer dedans par Walker et je me suis dit oh il va passer un sale match, mais finalement après deux trois combinaisons, deux trois feintes, il s'est bien mis en jambes et j'ai bien aimé les actions avec Calafiori. Et après oui le premier quart d'heure on était au petit trot, mais la possession, on gérait le match et en vrai, heureusement, on a marqué rapidement sur corner, ce qui a permis un peu de libérer rapidement les joueurs et de pas rentrer dans une sorte de frustration dans un match qui s'annonçait galère avec une équipe qui faisait que défendre en face. Jonathan? Non, je vous rejoins assez. Petit trop sur les 15 premières minutes, c'est vrai que ça poussait, il y avait de la possession, ça trouvait pas forcément les solutions, mais le but est arrivé au bon moment. Pareil, j'ai trouvé Trossard dans les petits espaces entre deux joueurs à chaque fois, il arrivait super bien à s'en sortir. Il y a une très bonne complicité entre lui et Calafiori. Et c'est assez ironique parce que ça fait quand même des années où on sait que le jeu pense énormément à droite, avec cet axe depuis quelques années, Odegaard, Saka, White. Là, c'est vrai qu'il n'y a plus White, il n'y a plus Odegaard. Saka, bah, on en parlera un peu plus tard dans ce podcast, de toute Il y façon. avait plus non plus. Mais, c'est vrai que là, ça a penché complètement à gauche et Calafiori amène ce grain de folie, de fougue, à ne pas se poser de questions, à partir vers l'avant et c'est assez intéressant. Et Ça puis, amène un ben, peu, on disait souvent qu'Arsenal était très prédictible. Là, c'est vrai que Calafiori déséquilibre un peu tout ça, donc c'est intéressant. Moi, je pense aussi que faut donner des fleurs à Declan Rice parce que le jeu penche beaucoup à gauche. Je pense qu'on en reparlera, mais le fait que Odegaard soit pas là en ce moment, qu'on n'ait pas beaucoup vu Eze au milieu droit, enfin plus sur la droite du terrain, ça a aussi aidé à ce que ça penche plus à gauche où Rice avait beaucoup plus la balle et beaucoup plus porté vers l'avant que de l'autre côté. En fait. c'est vrai que vous parlez de Leandro Trossard. C'est vrai que sur les petits espaces, techniquement, dans ses dribbles en espace réduit, il a été très très fort. Il a subi clairement l'impact de Walker, qui est pas forcément le meilleur joueur au monde, mais qui a une intensité physique qui est assez incroyable. Mais pour le reste, il a été, je trouve, très intelligent en cherchant des passes entre les lignes. Et moi, je pense qu'on est sur la plus belle des prestations de Trossard depuis le début de la saison, qui a choisi son match puisque c'était sa centième. Je crois que c'est sa centième en PL sous le maillot C'est des ça, c'est Gunners. ça. C'est pas la centième toute compétition confondue, je crois, il me semble. En tout cas, il y avait une histoire de centième match. On avance dans la rencontre. On arrive à la 23e minute de jeu et puis
je veux pas parler d'un fait de match, mais en tout cas, c'est un premier moment dans le match où je me dis, Bukayo, t'as pas le droit. La balle, l'action, elle est quand même super jolie. C'est une relance. Je crois qu'on touche Rice, qui la remet à Gyökeres, qui décale Saka, si je me trompe pas. Saka se retrouve seul face au gardien. Alors, quand je dis seul, il est effectivement, il a un défenseur sur lui, mais il est dans les 16 face au gardien. Il loupe son face-à-face. Et je vais pas arrêter le match de Saka à cette occasion-là, mais j'estime, moi, que avec le statut que nos supporters donnent à Saka, ces balles-là, ils doivent les mettre au fond. C'est un avis très personnel. Euh, et on verra tout au long de la rencontre que finalement, bah, Saka, il a été catastrophique, quoi. Il a pas été bon de toute la rencontre. Euh, Est-ce que vous me trouvez sur cette action-là, en tout cas, on reparlera du match de Saka dans sa globalité en deuxième partie d'épisode, mais est-ce que vous me trouvez trop dur sur sur ce face-à-face manqué par Saka? Pas du tout. Les attentes avec Bukayo Saka sont là, à raison. C'est le capitaine ce soir. C'est un des seuls joueurs qui reste du début de l'ère Arteta. C'est le baby gunner. Les attentes sont là. Et c'est vrai qu'on a encore du mal à le voir exploser, quoi. Donc il a été blessé un petit peu cette saison, en début de saison, mais ça ne peut pas être une excuse à chaque fois. Mais on attend plus. Et Mathéo, de même ne ton Ouais. serait-ce côté? que... Alors, Pardon. tu as dit qu'on reparlera un petit Ouais, peu de Saka j'aimerais qu'on après, ouvre mais un petit dossier, mais pas un dossier à charge, mais j'aimerais qu'on reparle dans sa globalité de la rencontre de Saka un peu plus tard, si vous le permettez, messieurs. Sur le premier face-à-face, pour moi, en fait, le gros truc qui me marque, c'est que il en a raté deux en première mi-temps. Mm. Sur le deuxième, il envoie une belle frappe et je donne plus de crédit au gardien qu'un raté personnellement. Parce que quand on voit la caméra juste derrière, la frappe est quand même belle et le gardien se détend bien. Mais sur le premier face-à-face, ce qui est un peu marquant, c'est qu'il y a un peu de nonchalance, j'ai trouvé. Il se retrouve seul face au goal et il envoie une frappe à ras de terre un peu molle où le gardien se couche juste et la capte sans difficulté. Donc dans ces moments-là, tu te dis bon, t'es tout seul face au gardien, il y a un zéro, c'est le moment de faire le break. Faut faire plus que ce que tu fais là, quoi. Donc c'est surtout ça qui a été dérangeant en première mi-temps parce que il a été décalé quelques fois où il a fait des bons contrôles dans la profondeur et c'est après après ces prises de balles où ça manquait de créativité, de d'entrain, je sais pas, peut-être qu'il n'était pas motivé aujourd'hui, mais il manquait quelque chose après après ces prises de balles qui étaient pourtant plutôt bonnes en première mi-temps. Tu parlais de la deuxième occasion, on y vient tout de suite, puisque c'est à la demi-heure de jeu. Gyökeres, encore lui, qui décale Saka, dont la frappe va être repoussée par Dubravka, qui aura permis tout au long de la rencontre à son équipe de ne pas sombrer. La balle revient sur Trossard, qui enchaîne d'une frappe enroulée pied droit, et il faudra deux défenseurs de Burnley sur leur ligne pour empêcher Arsenal de mettre le deuxième but qu'on attend tous, puisque, on le rappelle, les matchs se suivent et parfois se ressemblent. Et souvent, quand on mène 1-0, on a du mal à mettre ce deuxième but qui nous donne un petit peu d'air et qui évite que je bouffe un paquet de crocodiles Haribo tout un match par stress de nous faire remonter sur un exploit. Euh, donc du coup, deuxième mise en échec de Saka, effectivement. Et puis 35e minute de jeu, ce fameux deuxième but qu'on attend souvent, qui arrive par l'intermédiaire de Rice sur un centre. Alors, on peut parler de toute l'action parce que il y a cette ouverture de balle Il de faut. Gyökeres, cette mine à ras de terre. Alors, je ne sais pas s'il cherche vraiment Trossard ou pas. En tout cas, la balle y arrive. Donc il trouve Trossard qui va centrer et qui va déposer la balle sur Rice qui d'un coup de tête, coup de boule, bim bam boum, ça fait 2-0 et ça nous met quand même un peu plus à l'abri dès la 35e minute de jeu et ça nous permet un petit peu, je vais pas dire qu'on était inquiété, mais en tout cas ça t'as toujours ce break qui est fait et tu te mets toujours à l'abri
d'un fait de jeu. Ce deuxième but, messieurs, vous en avez pensé quoi? Moi, j'aimerais quand même donner du crédit à Gyökeres sur ce but. J'ai trouvé déjà sa première mi-temps très bonne. Personnellement, j'ai bien aimé et je trouve, on en reparlera après, mais sa sortie en deuxième, on l'a bien senti aussi. Et sur le but, alors je suis comme toi, je suis pas sûr que sa transversale soit pour Trossard au début, mais même avant cette transversale, il y a quand même cette prise de balle où il va dans la profondeur, il commence à sprinter sur le côté et il a quand même ce réflexe de lever la tête et bon, malgré qu'on ne sait pas si ce soit fait exprès ou pas, elle trouve Trossard. Faut quand même noter que sur le débordement entre guillemets de Trossard qui pousse juste la balle pour centrer, c'est très très mal défendu en face. Trossard a pas besoin non plus de sortir le grand jeu, il se décale, il centre et bah, on l'attendait peut-être pas, mais Declan Rice encore là, toujours bien placé, qui place sa tête au bon moment. Mais je pense que cette action, il faut donner beaucoup de crédit à Gyökeres qui au début fait pas mal de choses pour que ça aille bon. Jonathan? Non, j'ai rien à rajouter. Bah, je pense que Tristan a bien, Mathéo, pardon, a bien analysé l'action. Enfin, alors, pourquoi est-ce que Gyökeres est sorti à la mi-temps? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est juste pour le protéger parce que en PL il joue 90 minutes à chaque fois, je sais pas. Mais belle première période et cette passe est superbe. Ouais. Et ça nous ramène tout doucement à la mi-temps finalement, fin de la première période, puisque je crois que entre le but et la fin du match, il n'y a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. La mi-temps qui, de façon assez surprenante, encore une fois, je le répète souvent, mais je crois que c'est important de le dire, puisque nous débriefons vraiment au coup de sifflet final, donc on n'a pas encore la conférence de presse. Je suis un petit peu les réseaux pour voir si Arteta s'exprime dessus, mais il y a ce remplacement, l'entrée de Merino en lieu et place de Gyökeres, qui sportivement, on va dire, est très surprenant. Y a-t-il un effet blessure côté Gyökeres? Pour le moment, en tout cas, on n'a pas d'affirmation, mais j'ai envie de supposer que ça ne peut être qu'un choix médical et non pas sportif, parce que mettre au repos Gyökeres à 2-0 à la mi-temps, alors qu'il livre l'une de ses plus belles performances et prestations, euh, je suis pas, voilà, et que c'est surtout pas dans les habitudes d'Arteta de faire des changements comme ça, sportifs, on va dire, à la mi-temps. Donc on va regarder ça de près, Jonathan, sur les réseaux, le temps de l'épisode, et puis on essaiera de vous apporter peut-être de nouvelles informations au cours de cet épisode. Retour de la deuxième période, pardon. Donc je disais Merino qui remplace Gyökeres. Alors moi, perso, vraiment, à part certains changements de la part de d'Arteta que je ne comprends pas, et cette dernière occasion sur le coup de sifflet final, ce coup franc qui vient frapper le poteau de Raya, c'est une deuxième période assez insipide. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais le break était fait. Euh, Il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, que ce soit d'un côté ou de l'autre d'ailleurs. J'ai trouvé qu'on avait plutôt bien commencé la seconde mi-temps, mais c'est retombé après vers la 65e où ça a bien ralenti. Et ça faisait tourner le ballon. Enfin, j'avais une impression de facilité chez les joueurs, surtout quand ils étaient en phase défensive. Ça jouait sans stress, que ce soit Timber, que ce soit. Enfin, surtout Timber, que j'ai vu pas mal à l'œuvre et qui. Ça permutait en défense chaque fois qu'il y avait une offensive de Burnley. Et ça jouait vraiment sans stress, quoi. Et après, c'est vrai que ça a ronronné jusqu'à la fin du match. On était clairement dans le contrôle, Mathéo, non? Ouais, bah même si on n'a pas eu beaucoup d'occasions, mené 2-0, Burnley a pas été très dangereux en face, à part les toutes dernières minutes et quelques offensives, mais qui étaient pas très dangereuses à ce dernier coup franc sur le poteau. En face, ils ont joué quand même à 5 jusque dans les 10 dernières minutes, donc on n'était pas forcément embêtés. Et comme a dit Jonathan, il y a eu quelques sorties de balles aussi qui m'ont un peu marqué de notre côté. C'est juste ça que j'ai noté sur la deuxième mi-temps.
ou même dans notre propre surface ou autre, on dégageait pas le ballon, on ressortait et contrairement aux 10 dernières minutes où quand on a été un peu mis sous pression, là on envoyait des longs ballons et ça revenait plus en vague entre guillemets. Mais du coup, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un problème, je pense, avec les changements aussi sur ce match et j'aimerais bien en reparler aussi avec vous et avoir Bien votre avis sûr. dessus. Euh, on parlait des changements, donc il y a eu, on le disait juste avant, à la mi-temps, Merino qui remplace Gyökeres. Et puis à la 73e, il y a un double changement avec Calafiori et Eze qui sont remplacés par Nwaneri et Nkapié. Il y aura encore des changements puisque Zubimendi à la 77e va laisser sa place à Nørgaard. En soi, là-dessus, il y a pas grand-chose à dire. Et puis, il y aura Trossard qui laissera sa place et qui donnera quelques minutes à Lewis Kelly avec une sorte de réorganisation où Saka va terminer côté gauche. Enfin bref. Euh, et puis, il y a cette dernière frayeur, on va dire, puisque sur une dernière offensive de Burnley, Gabriel stoppe la balle, alors volontairement ou volontairement, je pense qu'il est assez malin pour que ça soit volontaire de la main, ce qui laisse un coup franc quasiment face au but à Burnley. Et Edwards, sa frappe, elle est franchement très jolie. On parlait souvent de devoir se mettre à l'abri pour éviter justement ces coups de folie, ces exploits individuels, comme contre Liverpool par exemple. Et puis c'est Saka pardon, Saka, je raconte n'importe quoi. C'est le poteau qui va sauver Raya puisque la frappe heurte le poteau et sur le retour du poteau, c'est l'arbitre qui va siffler la fin de la rencontre. Et je le disais, donc cinquième victoire consécutive en Première Ligue pour Arsenal, neuvième victoire consécutive, toute compétition confondue. Messieurs, je vais vous donner une date. Et si vous avez bon souvenir, dites-moi à quoi vous fait penser. Le 28 septembre 2025. C'est quoi, c'est le dernier but qu'on a pris? Ouais. Toute Newcastle? compétition confondue, c'est le dernier but qu'on prend en déplacement à Newcastle. On est quand même Ouais, C'est sur des stats de champion, messieurs. C'est quand même assez exceptionnel ce que l'on est en train de délivrer sur la partie bah, déjà défensive et puis même au niveau des stats et du nombre de points, c'est assez costaud. Il faut quand même le souligner. Je veux dire, on avance, on fait pas trop de bruit, on parle pas de nos concurrents. Même si encore ce soir on récupère 2 points sur Manchester United qui sauve le point du match nul dans les dernières minutes face à Nottingham Forest. Mais, euh, mais c'est assez dingue. On peut être très satisfait de notre défense parce qu'en plus, quand on voit notre défense remplaçante, entre guillemets, qui a joué cette semaine en coupe, ça mériterait d'être titulaire dans plus de la moitié des clubs de PL. Donc, faut souligner aussi le travail qui a été fait au niveau du recrutement et de la solidité défensive, pardon, qui a été mis en place par Arteta et son coaching staff, qui depuis déjà des saisons est très performante et qui cette année est injouable avec un Calafiori qui l'année dernière était souvent absent, qui cette année est là à tous les matchs de Première Ligue. Donc on a notre quatuor titulaire qui bouge quasiment pas. Ah, c'est là qu'on mais voit moi, il y a déjà que vraiment un quand sentiment on a... Pardon, excuse-moi, Jonathan, pardon. Juste pour rebondir Il y a sur vraiment un Mathéo. sentiment. Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais juste pour rebondir sur ce que disait Mathéo, c'est là où on voit déjà quand on n'a pas de blessure et qu'on a le choix, c'est quand même beaucoup plus simple. Et effectivement, Calafiori et Timber qui étaient deux joueurs assez touchés, bah, surtout Calafiori qui était touché par les blessures, puisque rappelons que Calafiori, à partir du moment où il enchaînait 3 matchs, bah, il se blessait. C'était très compliqué d'aligner des performances et de les enchaîner. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des doublettes, Calafiori MLS, White Timber. Timber, On pourrait aussi parler des doublettes Saliba, Mosquera, Hincapié, Gabriel, par exemple. C'est assez impressionnant. Mais au-delà, alors c'est vrai que le nombre de clean sheets, euh,
d'en faire rêver plus d'un coach de première ligue, mais au-delà de tout ça, c'est notre capacité aussi à enchaîner et à alterner les buts quand il faut savoir débloquer la situation sur cette piste, again olé olé, et puis sur des buts en open play, comme notre deuxième but de la soirée. C'est, on y va tout droit, messieurs. Je pense que je sais pas à quel moment on aura le droit de vraiment parler de nos prétentions, mais je le dis quand même depuis le début de la saison. Et je pense que nos auditeurs qui nous écoutent régulièrement pourront en témoigner. Euh, J'étais très en colère après le match de Liverpool parce qu'on avait manqué d'ambition. Mais là, on y va tout droit. Et parce que les autres aussi ont des contre-performances, ont des temps creux, et que pour le moment, on n'a pas de temps faible et qu'on prend les points qu'on doit prendre. On en avait parlé avec Najim, hein, Jonathan, hein, ce fameux mois d'octobre où il y avait ce fameux mini-championnat en comparaison avec le mini-championnat de Liverpool et de Manchester City, où on disait qu'ils allaient forcément perdre des points et qu'il fallait qu'on fasse le Le plein de carton. points. Et on y est, on est complètement dans, comment dirais-je, dans la ligne directrice qu'on s'est fixée. Donc, Mais voilà. Ne je nous trouve qu'il y a, il enflammons y a- il pas, y a messieurs, vraiment, mais il y a vraiment un sentiment, je trouve, de sérénité qui se dégage de cette équipe et de maturité. Il nous est arrivé tellement de choses sur les dernières saisons, que ce soit les cartons rouges à répétition il y a 2 ans, les blessures la saison dernière, et ce genre de choses, que tu as l'impression qu'un peu tous les scénarios, les scénarios un peu cauchemars nous sont déjà arrivés. Et je pense que c'est l'expérience qui fait ça. Il y a un pragmatisme à chaque fois qu'on prend les matchs. On tombe contre des blocs bas, on va réussir, on va pousser pour marquer. On n'y arrive pas. Il y aura toujours le plan B du du coup de set pied piece, arrêté ouais. et Pénalité qui se pour nous. produit. Et c'est assez impressionnant. Enfin, j'espère que ça va durer, mais Ouais, on a non. encaissé 3 buts depuis le début de la saison là. C'est quand même assez. Ah, c'est dingue. C'est dingue. Alors, Jonathan, j'ai l'impression qu'on est sur un plateau télé, tu sais, il devrait y avoir la petite sonnerie, la petite cloche qui dit attention, alerte, information. Corentin nous envoie quelque chose sur le salon podcast et c'est Arteta qui parle de Guillaume Quérez. Ok, donc we had to take him off because he was feeling a little niggle muscular. Donc il y a une petite alerte. Il y a une petite alerte physique côté Gyökeres qui confirme un petit peu ce que l'on avait pressenti, puisque encore une fois, sportivement parlant, ça ne correspondait ni au standard d'Arteta et il n'y avait pas la nécessité de le sortir à ce moment-là. Donc, Corentin, merci beaucoup pour cette information primordiale dans notre épisode du soir. Messieurs, ouvrons un petit peu les dossiers si vous le voulez bien. Et un petit peu comme les flops et les tops, j'aimerais qu'on commence par quelque chose d'un peu plus sombre pour terminer par une belle note. Alors, je vais vous donner les deux dossiers du jour. C'est Saka et c'est Declan Rice. Si vous êtes d'accord, bien entendu. On peut toujours parler du match de Raya qui n'a rien eu à faire, mais ça va aller très très vite. Mais parlons quand même de Bukayo Saka, messieurs, le Star Boy, le Golden Boy, le capitaine du jour, celui dont on est en train de renégocier un contrat qui visiblement serait un contrat jamais vu. Je le disais, il y a cette occasion, ben, ce premier face-à-face manqué, mais au-delà de ça, franchement, il a fait un match dégueulasse. Il a fait un match catastrophique aujourd'hui. Parce que il n'a rien réussi. Et en plus de ça, je trouvais que son attitude, je sais pas, il devait être malade. Il avait la gastro, il n'osait pas courir trop vite par peur de tout lâcher, j'en sais rien. Mais il y avait quelque chose. Moi j'ai trop, franchement, ce match pour moi, il est dégueulasse. Est-ce que vous partagez déjà cette impression? Au-delà du fait d'avoir loupé quasiment tout ce qu'il a entrepris, il a déjà pas entrepris beaucoup dans le match. Donc déjà ça c'est un point, c'est que il était tellement pas présent pour nous sur son côté que la plupart des ballons passaient de l'autre côté. Donc déjà c'est signe qu'il a fait un mauvais match. Et moi je suis plutôt d'accord avec toi. En première mi-temps,
Je trouve que ça allait quand même parce que il a quand même été là grâce à notamment à Gyökeres qui l'a trouvé quelques fois dans les bons espaces. Et les prises de balles à chaque fois étaient bonnes, j'ai trouvé, mais c'est après où ça manquait, ouais, comme tu dis, un manque d'entrain ou un manque de d'envie, je sais pas. Mais par contre, en deuxième, c'était un fantôme, quoi. Et pour moi, ce que je pensais sur les changements de tout à l'heure, c'est qu'il doit sortir bien avant, il doit être remplacé par Dorman ou Nwaneri avant, qui mettent un jeune qui a envie de se montrer, parce que là, c'est un match sans, et tant pis, c'est pas grave, on passe à la suite. Il va sûrement faire des meilleurs matchs après, mais pour moi, il doit sortir bien avant. Et encore une fois, tu as raison de te dire, Mathéo, mais rappelons-le quand même que quand on parle d'un joueur ou quand on ouvre un petit dossier comme ça, c'est pas un dossier à charge, c'est parler de ce joueur-là lors de ce match-là. Ça ne Oui, non, c'est remet, que sur ce match. c'est sur ce match-là. On n'est pas en train de dire que il faut vendre Saka. Je préfère toujours le préciser parce que les gens ont tendance à penser qu'on s'acharne sur un tel ou un tel, mais sur un match comme celui-ci, la différence avec le reste du collectif, elle est tellement importante, je trouve, dans l'implication. Sérieusement, deuxième référence du jour, messieurs, j'espère que vous l'aurez. Mais si vous mettez Monsieur Fredriksen sur l'aile droite, je pense qu'il va plus vite que Bukayo Saka ce soir. Il s'est fait Alors, manger sur la plein de courses référence par Ested, hein. Monsieur Fredriksen, qui c'est qui l'a? Toujours pas. Nine. Aïe, 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 messieurs, vos classiques. Jonathan, Nate, il regarde quoi à la télé, là? Ninjago. Ah, bah oui. Le dessin animé là-haut, messieurs? Monsieur Fredriksen, le petit vieux avec sa canne? Aïe, 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 aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, je vais vous faire une liste, messieurs. Moi, c'est un podcast pop Non, culture. mais Saka, c'était parce que, encore une fois, même dans ses courses, dans son implication, dans sa façon de défendre, il y a un moment donné, euh, et c'est ce genre d'action qui me fait dire qu'en fait, franchement, on marche sur l'eau et qu'on va aller la chercher cette année, cette première ligue. Je crois que c'est à la 85e, quelque chose comme ça. On doit avoir un corner pour nous, je crois, ou une occasion. Là, c'est un corner puisque Gabriel était monté. On perd le ballon. Il y a un début de contre-attaque pour les Clarets et tu vois tout le monde revenir à 100%. Je sais pas si vous avez cette occasion. Alors, j'ai du mal un petit peu à la caler au niveau de la temporalité du match. Je sais que c'est en fin de match, mais quand tu vois la débauche d'énergie à 2-0 à la 87e ou 88e minute de jeu, et que à côté de ça, tu as ton meilleur joueur, ou du moins l'un des meilleurs joueurs qui délivre une prestation comme forcément, ça passe pas inaperçu, tu vois. Je veux dire, si tu mets les 11 joueurs qui font un match moyen, bah, peut-être que Saka, tu le vois pas aussi mauvais qu'il ne l'a été, mais là, les prestations ont été quand même globalement très, très positives de la part des joueurs d'Arsenal, à part vraiment celle de Saka pour moi. Jonathan, on dit C'est quoi de simple, il a Bukayo Saka? touché, bah, il a touché 34 ballons Ah, les contre, stats, merci Jonathan. contre un Trossard, on a touché 56. Donc c'est quand même, on voit vraiment le déséquilibre complet. Moi, la seule fois où sur le côté droit, c'était un petit peu sympa à voir, c'est quand il y avait Timber qui se lançait. Mais Mhm. bah, c'était vraiment en match sans, quoi. Ça a C'était été vraiment très en match rare, hein. sans. Voilà, et c'est très rare. Et ce côté nonchalant, c'est pas. Il y a eu un moment aussi où il a eu une faute en première mi-temps, je crois, et pareil, bah, enfin, Burnley repart et tu vois que lui, il met beaucoup de temps à se relever et à reprendre sa ligne, quoi. Et c'est pas du tout habituel du joueur, quoi. Oui, oui, je vois les moments en première mi-temps. Il y a eu deux moments où il se fait accrocher ou retenir un peu par le maillot et il pense qu'il y a faute pour lui et il s'arrête complètement de jouer pour parler avec l'arbitre de touche. C'est pas une attitude qu'on aime voir parce que quand tu vois, comme l'a dit Raoul, les 10 autres joueurs qui sont impliqués et qui tout de suite sont dans le retour défensif, toi t'as pas à rester à parler pour une faute qui se siffle jamais en première ligue en plus. Et moi, ce que je trouve hallucinant, c'est qu'ils finissent le match, quoi. Ça, c'est vraiment mon point Je suis, d'interrogation sur cette je suis totalement rencontre-là. d'accord. C'est, je comprends pas que Trossard il sorte parce qu'il avait plus l'habitude de livrer des performances comme celle-ci et aussi pleines et de jouer aussi longtemps et qu'il sorte à la 91e parce qu'il est rincé. Ok, mais même si tu sors à la 70e ou même si tu sors à la 75e et que tu es rincé, même si tu sors à la mi-temps parce que tu as tout donné, pourquoi pas? Mais là, Saka, il termine le match quand même, quoi.
On en revient à ce côté un petit peu intouchable, alors que probablement que à la 60e minute de jeu, tu peux peut-être laisser Eze, qui fait pas un très grand match, mais qui est, je trouve moi personnellement moins dégueulasse que Saka, et tu peux peut-être laisser Eze, et peut-être d'aller chercher des combinaisons en mettant Nwaneri, alors même si c'est pas forcément là où on veut le voir, mais en mettant Nwaneri à la place de Saka par exemple, c'est voilà, il y a le match de Saka, et puis il y a le match de Declan Rice. Declan Rice, messieurs, en chiffres, plus grand nombre de ballons touchés, 94, plus grand nombre de duels remportés, 9, plus grand nombre de possessions gagnées, 9, plus grand nombre de percées dans le dernier tiers, 9, plus grand nombre de tacles, 5, plus grand nombre d'interceptions, 3, plus grand nombre de duels aériens remportés, 3. Un but Ah, mais c'était fou. et une demi-passe À- décisive. à la fin du match, il était partout. Il était Ah, partout mais On avait l'impression qu'il venait de rentrer sur le terrain. Ouais. il était dans la zone de Timber, il récupérait des ballons, il les ressortait, c'était impressionnant. Les grandes enjambées qu'il faisait à la fin, au moment où il met une main dans le visage de Chouana, franchement, t'as l'impression qu'il vient de rentrer 5 minutes avant et qu'il est beaucoup plus frais que tout le monde, alors qu'il vient de faire 90 minutes à fond. C'est fou. On a l'impression que physiquement, il est tellement au-dessus du lot. ah, il y a cette impression de puissance physique et puis il y a surtout cette envie de rien lâcher, quoi. Parce que même quand Rice il est mort et que tu vois qu'il est mort, bah, quand il doit faire l'effort, il fait l'effort. Et puis après, il quitte à ce qu'il récupère pendant 5 minutes, mais il ne lâche rien. Et voilà, j'ai pris les deux là. J'aurais pu prendre le match, ou en tout cas, j'aurais pu aussi faire, par exemple, la mi-temps de Merino ou de Mérinul aujourd'hui contre la mi-temps de Gyökeres, par exemple. Mais il faut qu'on en laisse un petit peu aussi pour nos flops et pour nos tops. Declan Rice, messieurs, il y en a qui veulent encore rajouter quelque chose, qui veut l'encenser, qui veut rajouter de la stat, qui veut me dire l'amour qu'il a pour lui. Bon, là, visiblement personne, ok. Bon, bah, ok, très bien, merci beaucoup, messieurs. On continue alors avec les flops et avec les tops. Et bien entendu, nous commençons par les flops de la journée, messieurs. Alors, du coup, j'ai l'impression que tout le monde connaît mes flops. Et une fois n'est pas coutume, je vous propose de commencer. Et mes flops, Saka. Merino, parce que il y a des fois ce genre je ne comprends toujours pas. Je vais mettre les deux coachs de la soirée. Parce que le système A5 de Scott Parker, alors que tu viens de gagner tes deux derniers matchs en 4-4-2, je comprends pas. Et les changements d'Arteta, j'ai pas compris. Voilà, juste comme ça, voilà. Voilà mes flops, messieurs, débrouillez-vous avec ça. Et puis forcément, vous deux, dans mes flops, messieurs, pour Monsieur Fredriksen et pour le Magicobus, bien évidemment. Ça ne se reproduira pas. Moi, pour les flops, bah, Saka. Et après, j'allais mettre Eze parce que je suis quand même déçu de. Je m'attendais à plus que ça. Et alors, en fait, là, je regarde ses stats. En tout cas, au niveau des passes, il a des stats monstrueuses, le gars. Il a réussi toutes ses passes. Ouais, mais c'est le ressenti que tu as, Jonathan. Encore une fois, le foot, c'est une question de sensibilité, pas forcément que des stats. Donc, Eze, quand il est arrivé sur le côté gauche, mais tout le monde disait que malgré tout, il est quand même beaucoup plus intéressant dans une position centrale. Et je sais pas, j'attends un peu plus d'étincelles, un peu plus d'explosivité. Il a fait des trucs sympas, je crois qu'il a fait une belle percée à un moment au centre qui était assez intéressante où il s'est fait sécher. Mais, mais je le trouve pas assez. Autant Rice, tu le vois, parce que Rice, il est devant, il est derrière, il va récupérer des ballons, ce genre de choses. Eze, il a quand même vraiment une vocation à 100% offensive. Donc tu t'attends à plus et je suis un peu déçu là. Je pense que Eze, de sa façon de jouer, tout le monde parle souvent de nonchalance, mais en fait, il joue comme tu joues entre potes en 5 contre 5 ou avec tes gamins, c'est-à-dire qu'il est en totale décontraction, qu'à chaque fois qu'il a pu faire la différence, qu'il a été accroché, on a fait une faute sur lui. Et c'est un petit peu... en fait, on le compare tellement à Ødegaard qui, lui, va être vraiment dans une maîtrise technique, dans la
dans la beauté du geste, dans la beauté de la passe, etc., qu'en fait, Eze, il est complètement, je vais pas dire à l'opposé, mais c'est un jeu beaucoup plus funky. Et c'est vrai que parfois ça peut être mal apprécié ou mal interprété, mais quels que soient les stats qu'il a aujourd'hui, Jonathan, si à un moment donné tu le trouves, tu n'as pas aimé le match que tu as vu de la part des tu as le droit de le mettre en flop sans aucun problème. Donc du coup, Moi, si je pour résume, mes, pardon, tu as Saka, Eze et c'est tout? Ouais, c'est tout. Ok, pardon, Mathéo. bah, alors moi, j'ai exactement les mêmes flops et moi, franchement, en dehors des stats d'Aisé, moi, je vais rester sur mon impression visuelle et j'ai l'impression de pas l'avoir beaucoup vu et ce sentiment qu'il profite pas pleinement de l'absence d'Odegaard pour se montrer, pour montrer qu'il a sa place dans le 11 titulaire. Mais après, pour relativiser un peu nos propos sur lui, c'est qu'aujourd'hui, il joue dans un poste où il y avait beaucoup de monde dans sa zone. Il y avait quand même une ligne de 5, une ligne de 4. J'ai pas vraiment de souvenir dans le match où il a pris le ballon sans avoir un joueur sur lui en moins de 2 mètres. Donc compliqué pour lui. Et je pense quand même que contre les grosses équipes, ce sera un atout pour nous cette année, comme on l'a vu contre City notamment. Mais contre les blocs bas, c'est assez compliqué pour lui. Et je pense qu'il faut qu'il s'adapte aussi à jouer dans une équipe qui va beaucoup affronter ce genre de combinaison en face. Et pour le dernier flop aussi, moi je mettrais la gestion comme toi, Raoul, de l'effectif. Je trouve que les remplaçants déjà rentrent beaucoup trop tard. Dans un match que tu maîtrises, faire entrer les premiers remplaçants de choix tactique à la 72e, je trouve ça trop tard. Et j'aurais fait rentrer MLS plutôt sur le côté aussi. Ok. On en arrive donc, messieurs, au top du soir. Et puis je vais de nouveau reprendre la main parce que ça va aller très très vite. En top du top, over the top, Declan Rice, Guillaume Quérez et Trostar. Voilà. Faut-il argumenter? Je ne pense pas. Et s'il le faut, je suppose que on va retrouver certaines méthodes dans vos tops, donc je vous laisserai argumenter, messieurs. C'est à vous. Moi, je pense que c'est assez unanime, hein. Moi, c'est pareil. Il y aura peut-être Calafiori aussi, où j'ai vraiment bien kiffé sa première période. Ça a bien combiné, c'était assez intéressant. Mais oui, Rice, monstrueux, Rice. Rice, Rice, baby. T'as la ref? Oui, quand même. Ah, alléluia. Avec Michael Richards. Dans cette touche le Mathéo. club, on a la ref. Bah exactement le même top. Et juste un petit mot pour Gyökeres. On aime bien le critiquer sur son impact, etc. Mais quand il est pas là en deuxième mi-temps, on voit qu'il est pas là et qu'il nous manque. Donc grosse première mi-temps, il faut saluer de sa part. Ah non, mais clairement, alors, moi je vais me mouiller. Je trouve que c'est sa prestation la plus aboutie. Bah, c'est les 45 minutes. Encore une fois, il a dû sortir à la mi-temps, c'est bien dommage. Mais pour moi, c'est la masterclass de sa masterclass sous le maillot d'Arsenal depuis le début de la saison. C'est parce que j'ai mis Merino dans mes flops, je l'ai pas argumenté. Mais quand je vous dis que ce joueur-là, des fois, je ne le comprends pas, c'est que quand il joue en neuf, il est capable d'aller mettre son coup de boule à n'importe quel moment et de nous donner des buts. On est tous d'accord là-dessus. Quand je vois le nombre de duels aériens qu'il perd dans le jeu, je comprends pas comment tu peux être aussi décisif dans une surface de réparation et aussi dégueulasse dans une zone, pas de vérité, mais dans l'entrejeu, quoi. Alors qu'il est réputé pour être un très bon joueur de tête. Donc voilà. Et Gyökeres, aujourd'hui, il a le combat, il a été beaucoup plus juste beaucoup plus juste techniquement que les autres matchs. Donc franchement, trop bien. Bah, la Merino, c'est un duel gagné sur 7. Ouais, bon. Et encore une fois, hein, je ne crache absolument pas sur ce qu'il a fait. La fin de saison dernière, franchement, merci d'avoir été là et d'avoir dépanné après la blessure d'Averts. Mais encore une fois, dès qu'il se retrouve dans l'entrejeu, qui est quand même son poste, entre guillemets, de prédilection à la base,
je trouve complètement effacé, quoi. Il y a eu une petite ouverture, je crois, pour Saka ou pour Trossard dans le match, mais ça n'éclaire pas pour autant la prestation globale. Messieurs, on approche tranquillement, mais sûrement vers la fin de cet épisode. On va parler du prochain match qui va arriver, mine de rien, assez rapidement, puisque l'on joue mardi, le 4 novembre, à une heure assez inhabituelle, et ça sera pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, puisque nous jouons à 18h45 au Slavia Prague. L'adversaire du jour, un petit point, il est actuellement 28e en Ligue des Champions avec un total de 2 points pour 3 matchs joués. Vous l'aurez compris que avoir 2 points, c'est forcément avoir fait 2 matchs nuls. Lors des 3 premières rencontres, ils ont perdu 3-0 face à l'Inter, ce qui en soi n'est pas forcément quelque chose de très choquant. Ils auront fait 2-2 à la maison face à Bodo et 0-0 en déplacement à l'Atalanta. Que faut-il attendre, messieurs? J'allais dire d'un point de vue compo, parce que on attend quoi? On attend la victoire, bien évidemment. Mais que faut-il attendre de ce déplacement au Slavia de Prague, au Slavia Prague, Slavia de Prague, Slavia Prague, Slavia Prague. Côté Gunners. Moi, je dirais qu'il faut qu'il fasse un petit peu tourner, enfin, qu'il fasse reposer certains, qu'il mette peut-être certains joueurs en concurrence. Bon, le problème, c'est que Madueke étant toujours blessé, je doute qu'il mette un Doman pour concurrencer Saka à droite en Ligue des Champions. Ça me paraît un petit peu utopique. Si Gyökeres est blessé, à mon avis, ce sera Merino qui sera devant. Mais on a de la place, on a une bonne marge. On est premier, je crois, ex aequo du classement de Ligue des Champions. 9 Et sur la 9. priorité pour moi, la priorité numéro un reste le championnat. Donc il y a Sunderland qui arrive derrière. Sunderland till I die. Gros match On qui sait nous d'où ils, attend, ouais. on sait d'où ils viennent. Moi, c'est une équipe que j'aime bien, même si sur le papier, bon, ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais bon, toujours plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut qu'il fasse tourner, je pense, un petit peu. C'est un match où il faut responsabiliser pardon, certains mecs du banc. Moi, je pense que ce serait le bon match pour faire souffler Zubimendi et avec Norgard aussi dès le début. Pourquoi pas MLS aussi sur le côté et ouais, un de nos deux Ben centraux White qui donne un peu de rythme. Ben Ouais. White et un de nos deux centraux aussi les faire souffler. Et ça sent le retour prochain, messieurs. C'est une question maintenant non plus de mois, mais je pense de semaines, d'Avert et Gabriel qui a déjà repris le chemin de l'entraînement. Donc 18h45 mardi le 4, avec bien évidemment un épisode de débrief disponible juste après, ou en tout cas publié peut-être le mercredi matin. Messieurs, êtes-vous joueurs ce soir? Pas de réponse, ça veut dire non. Ouais. Ou est-ce qu'on se Vas-y. ferait T'es pas un d'humeur petit très joueuse. quiz, messieurs? Et si tu pars sur Pat Rice, là, ça va être chaud, hein. Non, 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 non. J'ai un petit bouquin devant moi, messieurs, The Arsenal FC Quiz Book. Ils disent que de James Conrad, c'est un bouquin qui est écrit en anglais, c'est un quiz par thème, et j'ai choisi un thème sur notre coach, Mikel Arteta. En tout cas, l'histoire d'Arteta tout court et l'histoire d'Arteta dans sa carrière, et c'est probablement en tant que joueur, messieurs, et dans sa vie. Il y a 10 questions, allez, un petit face-à-face. Oh, ça va être beau. Jonathan contre Matteo. Je vous pose la question, messieurs, vous levez la main, j'ai vos deux têtes en face de moi, je vous donne la parole et on fait un décompte de points. Est-ce que vous êtes prêts? C'est Yes. parti. En Oui. quelle année est né Mikel Arteta? 84, 84, 82. Bim bam boum, coup franc direct en pleine lucarne. Matteo, bam. Jonathan, Dans les cordes. Ouah, c'est KO là. Ouais, mais je suis avantagé, Mathéo. Je suis beaucoup plus proche de son âge que. Ouais. Alors, quelle équipe écossaise a-t-il rejoint en tant que joueur? Celtic Jonathan, Glasgow. les Rangers. Fuck. Pardon.
Ouais, ça fait. Alors du coup, je donne pas de. Ah, pourtant, j'aurais dû laisser la parole à Mathéo. J'ai donné la réponse trop rapidement. Du coup, Mathéo, tu n'as pas répondu juste. Le Rangers. Donc du coup, ça fait Non, je toujours un laisse. zéro. Attention, messieurs, je regarde bien les caméras pour savoir qui va lever la main en premier. De quelle nationalité est Mikel Arteta? Ah, Jonathan, d'un poil. Espagnol, basque. Allez, ça fait 2-0. Quatrième question. En En tant que joueur, hein, je précise, en quelle année Mikel Arteta signe-t-il à Arsenal? Ici, Ouais, toujours. bah, Vas-y. 2011, juste après la raclée contre United. Impressionnant, impressionnant, impressionnant. 3-0 pour Jonathan en 4 questions. Cinquième question. Alors, attends, euh, alors attends, je vais la faire plus courte. Je vous regarde. De quel club Arteta vient-il quand il signe à Arsenal? Matteo. Everton. Boule ouverture du score de Matteo. C'est parti. Sixième question. Oula. Quel a été le montant de son transfert? Ah, dites-moi quelque chose, je vous dirai oui ou non, hein. Bah écoute, 35 millions? Beaucoup moins. Vas-y, Mathéo. Moi, j'aurais dit 13 millions. Un petit peu moins. Bon, Bah, t'étais Ouais, quand c'est même le plus juste proche. prix. C'est 10 c'est juste le millions. prix. C'est 10 millions. Il y a un contrat de 4 ans. Je donne le point à Mathéo, qui était beaucoup plus proche. Septième question. Combien de buts Arteta a-t-il marqué avec Arsenal en tant que joueur? Bah, forcément, en tant que joueur. Aucune idée. Allez, celui qui se rapproche le plus, vas-y, Mathéo. Moi, je dirais une quinzaine, 15. Bon, allez, je te donne le point, c'était 14, hein. La remontada de Matteo 3-3. Ensuite, on en était où? Donc, du coup, huitième question, il en reste trois, messieurs. Combien d'apparitions a-t-il fait en 5 ans au club? Allez, je vous donne trois. Vas-y, Jonathan, vas-y. Non, vas-y, tu donnes quoi? Tu Je vous donnes donne trois trois chiffres? trucs. Vas-y. 110, 125, 140. 140, moi, je dis. Jonathan. 125. Ah bah c'était ni l'un ni l'autre, 110 apparitions. Merci. Alors, avant-dernière question, messieurs, attention, on se rapproche. Toc, 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 toc. De quel club vient Mikel Arteta en signant en tant que coach? Jonathan, City. assistant à Manchester City. Alors, est-ce qu'il va y avoir le chaos ou le match nul pour la dernière question? Quel a été notre premier adversaire en tant que manager pour Arteta, messieurs? Répète? Bah, contre qui il avait fait son premier match en tant que manager? Je me souviens plus. Mathéo, on voit les reflets du téléphone. Non, moi, j'en ai aucune idée. Alors, Perso. c'est une victoire de Jonathan. C'était le 26 décembre 2019 et c'était face à Bournemouth avec un match nul, Ok. un but partout. Voilà, messieurs, j'avais envie, voilà, de faire un petit quiz. On s'excusera auprès de nos auditeurs si c'était un moment pénible pour eux. Euh, il me reste à faire la traditionnelle pub de notre association avec ses réseaux sociaux, son site internet. On s'excuse pour le petit loupé, on va le dire, hein, parce qu'on se dit tout ici. Il y a eu un petit loupé sur l'avant-match, donc on s'en excuse. Donc prochain avant-match à retrouver, ce sera celui du Slavia Prague. Bien évidemment, coup de canon, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie et on vous en remercie à nous laisser une évaluation, que ce soit sur Apple Podcast en mettant
généralement 5 étoiles, je dois l'avouer, que ce soit sur Spotify, à venir commenter les épisodes. Et encore une fois, c'est vraiment toujours un très grand plaisir de vous lire, de vous répondre, et ça nous donne énormément de force pour la suite. Tout a été dit, messieurs, je suppose. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour toi, Mathéo. Puis, Jonathan, une bonne nuit, hein. Je pense que là, c'est 2 heures du matin en Malaisie, c'est ça? Si je me trompe pas? Ouais, et t'es C'est encore frais. ça. C'est Mais magnifique. bon, c'est les vacances, Raoul. Ouais, c'est les vacances pour certains, ouais. Moi, je file bosser dans pas longtemps. Messieurs, je vous remercie, je vous embrasse. Et comme on dit ici, come on Come on, Gunners. Gunners. Allez, ciao, ciao. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.